Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pauline Ferrari. Bonjour Anthony Passeron. Merci d'être avec nous aujourd'hui à la Gaîté Lyrique dans le cadre du festival Effraction, organisé par la BPI, la Bibliothèque publique d'information. On est aussi en direct sur Twitch. Pauline, vous êtes journaliste, spécialiste des nouvelles technologies, des questions de genre, des luttes sociales et de pop culture. Vous êtes l'autrice de Formée à la haine des femmes, publiée chez JC Lattès et disponible en poche chez Pocket. Anthony Passeron, vous êtes professeur de lettres, d'histoire et de géographie dans un lycée professionnel. Jackie, c'est votre deuxième roman, Après les enfants endormis, publié aux éditions Grasset. Jackie, le premier Les enfants endormis était aux éditions Globe. Et on va partir, si vous le voulez bien, Pauline, de celui-ci, de ce roman Jackie, pour engager la discussion. Anthony, dans Les enfants endormis, vous racontiez, pour faire très court, l'histoire du sida dans une famille rurale et la recherche sur cette maladie. Dans Jackie, vous racontez le désengagement affectif de votre père, d'un père, avec pour marqueur temporel 3 consoles de jeux. Le livre s'ouvre sur la console Atari 2600, reçue à Noël 89. Le narrateur a 6 ans. Un peu plus tard, il y aura une Nintendo, puis la Sega Mega Drive. Au départ, il y avait l'envie, et vous me corrigez évidemment si je dis des bêtises, il y avait l'envie de raconter votre père, le Jackie du titre, de raconter une histoire de disparition. Et le jeu, finalement, d'un point de vue narratif, il est arrivé après, quand vous avez eu à penser à ce que finalement votre père vous avait légué. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, merci beaucoup. Il se trouve que quand j'ai voulu raconter l'histoire d'un père et que j'ai pensé à son absence, irrémédiablement, s'est posé la question de ce que ce père avait pu laisser derrière lui. Et en l'occurrence, Jackie, c'est l'histoire d'un homme qui va échouer à transmettre son métier, qui va échouer à transmettre une partie de son histoire, qui va échouer à transmettre presque son nom, et qui va également échouer à transmettre ses valeurs viriles à ses enfants. Et donc, quand je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a bien pu laisser derrière lui? En l'occurrence, il a laissé la passion vidéoludique. Et même cette passion, il va abandonner ses enfants à cette passion avant de les abandonner tout court. Et comme je suis toujours obsédé par la forme qui m'autoriserait à écrire un roman, du coup, je me suis attaché à cette forme et je me suis dit que ça allait être le marqueur temporel du roman et aussi l'objet transitionnel qui allait symboliser le rapport affectif au père. Et c'est pour ça que ce livre est un livre notamment sur les jeux vidéo. Oui, à la fois l'histoire intime du père et l'histoire des jeux vidéo, de certaines consoles de jeux. Et vous le rappelez dans votre roman, les jeux sont nés dans les bars. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça? Et je pense que ça a un lien avec justement ce qu'on va raconter par la suite. En fait, mon père, moi, en vrai, à Noël 89, je rêve d'une console Nintendo. Et mon père consent à m'offrir une console, mais il préfère m'offrir un Atari 2600, qui est un objet qui est déjà un peu vieillissant. Mais en fait, c'est parce que cet homme a appris à jouer avec les jeux Atari, qui sont des adaptations de bornes d'arcade qu'on trouve dans les bars. Et mon père consent à m'initier aux jeux vidéo, mais à ces jeux vidéo à lui, à une époque où le schéma du jeu est extrêmement simple et consiste en une action. Dès qu'il y a une histoire, il dit que c'est pas pour lui. Exactement, voilà. Et donc mon père a appris les jeux vidéo comme Pac-Man, comme Space Invaders. Je pense que ça parlera aussi à Pauline, mais une action extrêmement répétitive qui va en accélérant et qui nous conduit à une fin inéluctable. Et dès que la Nintendo arrive, il se désintéresse des jeux vidéo parce que c'est un nouveau paradigme. Nintendo invente une nouvelle manière de jouer pour gagner les salons. Et évidemment, mon père ne supporte pas ça. Et ce détail, qui semble être un détail dans le livre, en fait, n'en est pas un et est déjà un premier motif de divorce. Pauline, il y a évidemment une évolution dans la perception des jeux vidéo au fil du temps, mais ils ont au départ cristallisé des paniques morales qui étaient comparables à la panique suscitée avant eux par le rock, par la bande dessinée, par la télévision. Ouais, absolument. En fait, quand on regarde un petit peu l'histoire de la construction aussi des jeux vidéo, notamment aux États-Unis, il faut savoir que les États-Unis, c'est les champions en termes de panique morale. Et tout ce qui se passe en termes de panique morale aux États-Unis arrive en France quelques années après, voire quelques décennies plus tard, puisque Emmanuel Macron, il n'y a pas longtemps, il a dit que les jeux vidéo, ça rendait violent. Ce que les études... Et on en reparlera, évidemment. J'étais sûre qu'il y avait cette question-là quelque part. Mais en tout cas, en fait, aux États-Unis, il y a une période un peu, voilà, années 80, 90,
où il y a une véritable culture adolescente en fait qui se crée aussi, que ce soit au travers de la musique avec le rock ou les premiers girls band, boys band, et donc bien sûr ça provoque de l'hystérie chez les jeunes. On a le rôle, moi qui m'intéresse beaucoup, de Donjons et Dragons, donc ce jeu de plateau qui voilà parle de mages et qui parle de magie noire, et donc ce serait ce serait responsable en tout cas de pulsions meurtrières chez les jeunes qui n'iraient du coup plus à l'église. Et les jeux vidéo, ça vient on va dire un cran au-dessus, et donc il y a toute cette construction comme quoi voilà, les jeux vidéo ça rendrait violent, ça rendrait isolé, et je sais que t'en parles dans ton livre, des réflexions de ta maman notamment qui dit arrête de jouer, il faut aller dehors, voilà, et c'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui. Et au final toute cette construction là commence un peu à changer aussi avec l'arrivée de consoles portables, et puis même du fait qu'on puisse jouer sur son smartphone, et qu'aujourd'hui la moyenne d'âge des joueurs-joueuses en France c'est de 46 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, je crois que c'est 7 personnes sur 10 qui disent jouer aux jeux vidéo. Ouais, et quasiment autant de joueuses que de joueurs. Donc là, on est plus sur entre guillemets un truc d'ado enfermé dans sa chambre, et on est sur une culture collective en fait, et une industrie culturelle collective aussi. Et on va aussi évoquer ce qu'a changé l'essor des jeux vidéo en ligne, parce que c'est encore quelque chose de différent. Mais peut-être revenir sur ce que vous disiez par rapport à l'enfermement. Anthony, pour le narrateur, dans Jackie, les jeux vidéo, c'est une sorte de refuge, un endroit où il fait communauté avec les autres garçons, ce qu'il ne fait pas à l'école. Oui, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai grandi dans une géographie qui est relativement enclavée, dans une vallée de l'arrière-pays niçois. Et le jeu vidéo était souvent stigmatisé comme un repli sur soi, mais c'était aussi, avant Internet, ça ne va pas me rajeunir, je suis navré, mais avant Internet, etc., c'est une très grande ouverture sur le monde. Et il y avait ce truc paradoxal où en même temps, ma mère me disait « mais arrête de t'enfermer là-dedans ». Et moi, j'avais une vraie aspiration à respirer à l'intérieur de ce jeu-là. Et on y reviendra sans doute, mais ce qui m'intéressait dans le livre, c'était aussi une tentative. Les jeux vidéo n'ont pas besoin de moi, mais j'avais envie de réhabiliter le jeu vidéo comme une construction narrative à part entière. Et ce qui m'attriste un peu dans la manière qu'on a d'accepter le jeu vidéo, c'est que finalement, le jeu vidéo, les seuls moments où on en parle de manière positive à la télévision, c'est pour dire que c'est une industrie qui se porte très bien. Qui génère des millions. Voilà, exactement. Donc il n'y a plus personne dans les salles de cinéma, je caricature, mais les gens achètent des consoles de jeux, etc. Et paradoxalement, dans ma région, c'est arrivé il y a encore quelques semaines, dès qu'une enseignante est agressée par un élève, on ne se demande jamais évidemment dans quel état matériel et moral se trouve l'institution et les gens qui la fréquentent, mais on se dit, mais est-ce que ce gamin n'aurait pas un peu trop joué aux jeux vidéo? Et c'est fou qu'on en soit encore là, Pauline. Oui. Oui, on est sur en fait, c'est une question que moi j'entends. J'ai 30 ans depuis que je suis jeune adolescente. En fait, cette question-là des liens entre violence, agressivité, jeux vidéo, alors que en fait, on a un consensus scientifique depuis très longtemps, donc depuis au moins 15 ans, sur le fait qu'il n'y a aucune preuve comme quoi le fait de jouer à des jeux vidéo dits violents, donc ce qu'on va appeler par exemple des FPS, donc des jeux de tir, des jeux de guerre, etc., rendraient plus agressif ou plus violent que la pratique, je sais pas, d'un sport collectif type le football ou le rugby, quoi. Ou des jeux où on écrase des gens comme Grand Theft Auto. Exactement, alors que c'est très jouissif d'écraser des gens sur Grand Theft Auto. Surtout quand on a du mal à conduire et à aller droit, au bout d'un moment on lâche et on se dit combien je vais réussir à en renverser. Faut pas prendre cette phrase hors de son contexte. Non, mais je n'ai pas le permis. Pour revenir sur ce que disait Pauline, ce que je trouve très intéressant, et elle a fait le parallèle avec l'histoire de la musique, l'histoire du cinéma, etc. Et j'ai l'impression que petit à petit, on tend à accorder au cinéma, moins à la musique, mais de plus en plus sa dimension cathartique. Et dans le jeu vidéo, on continue à la refuser catégoriquement et à dire non. Donc voilà, on peut aller voir des films d'horreur, on peut écouter du heavy metal ou du rap, etc. Les gens feront la différence, mais dès qu'il s'agit de jeux vidéo, il y a une crispation qui fait non, là c'est trop dangereux. Et j'avoue que ma première rencontre autour du livre Jackie s'est cristallisée sur cette question-là, et j'ai réalisé à quel point le sujet il allait être relativement difficile à défendre en librairie notamment, qui par définition est le lieu de l'anti-vidéoludisme.
Mais vous le disiez un petit peu tout à l'heure, Anthony, vous n'aviez pas prévu, quand vous avez commencé à écrire Jackie, de donner une place aussi importante à la question de la virilité. Vous aviez décidé vous n'aviez pas prévu d'en parler, mais vous dites que finalement c'est devenu une obsession au moment même de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y avait deux freins principaux. Le premier, c'est que c'est un sujet que je respecte profondément, qui est délicat, et je ne me sentais pas le mieux à même de l'aborder. La question du virilisme, comment ces enfants qui grandissent dans un monde viril sans tout à fait correspondre au modèle peuvent exprimer quelque chose. D'autre part, il me semblait que c'est un sujet ces dernières années, avec notamment, pour ne citer que Édouard Louis, Didier Ribon, etc. Il me semblait que ça avait déjà été abordé, etc., et que ce n'était pas forcément nécessaire. On ne m'attendait pas là. Et en même temps, je me suis dit que si j'avais une pièce à apporter modestement au puzzle, c'était aussi dire ce que le virilisme fait aux hétérosexuels. Parce que souvent, évidemment, le virilisme est d'autant plus violent avec les homosexuels ou les personnes queer, peu importe. Mais il est aussi générateur de violence à l'endroit du moindre hétérosexuel qui ne correspond pas au moule, en fait. Et le jeu vidéo était, on va sûrement y revenir, mais que dans mon enfance, c'était aussi l'endroit où mon corps ne faisait pas défaut. Parce qu'étant donné contrairement au judo. Exactement, contrairement au handball, contrairement au judo, contrairement au terrain de foot, là, tout d'un coup, j'étais à armes égales avec tout le monde. Et Pauline, ça fait écho notamment à un des chapitres de votre livre, Formé à la haine des femmes, un des sous-titres est « Tu seras macho, mon fils ». Je vais lire juste les premières lignes de cette partie et je vous laisserai évidemment poursuivre la réflexion. Je suis toujours impressionnée, lors de mes tournées d'éducation aux médias, de constater à quel point les bandes de mecs n'ont pas changé entre mon adolescence et la leur. À plus de 10 ans d'écart, on retrouve les clans caricaturaux dignes des teenage movies, ces films américains un peu niais destinés aux ados. Les populaires, les rigolos, les fumeurs de weed un peu artistes, les avides de science-fiction et d'informatique, les nerds, les métalleux. Ils se mélangent très peu avec les filles, restent entre eux. Parfois, j'essaye d'imaginer à quoi ils ressembleront en grandissant, quelle carrière ils choisiront, à quoi ils aspireront. À qui rêvent-ils de ressembler? Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette reproduction par rapport justement et notamment au groupe et au groupe de mecs. Oui, absolument. Et puis, pour faire ce parallèle avec les jeux vidéo, la place des jeux vidéo a changé, et tu l'expliques très très bien. C'est-à-dire que dans les années 90-2000 et même un petit peu après, être passionné de jeux vidéo, de jeux de rôle, de science-fiction, être un geek, être un nerd, c'était considéré comme pas de la culture légitime. Et donc, de fait, si t'étais un geekos, t'étais pas populaire dans la cour de récré. Il y a Damien Leloup, qui est journaliste au Monde, qui vient de sortir un livre là, qui s'appelle Les geeks ont le pouvoir, ou le pouvoir des geeks, et pour montrer à quel point maintenant on est dans un renversement de paradigme, puisque maintenant les personnes les plus puissantes sur cette planète sont des personnes qui sont à la tête d'industries technologiques énormes. On pense à Mark Zuckerberg, Elon Musk, etc. Et des gens qui ont incarné un peu cette masculinité geek, un peu méprisée, un peu moquée, qui peut un peu s'extraire de certains codes de la masculinité hégémonique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils y reviennent aujourd'hui. Mark Zuckerberg fait de la MMA. Voilà, rien que ça, moi ça me fait rire comme information, mais il y a une tentative en tout cas de retourner vers des codes virils très stéréotypés, et donc ça passe aussi par le regard des autres hommes. Pour revenir à la question sur la question du groupe, en fait on sait que l'adolescence dans tous les cas c'est une période où on n'a pas envie d'être seul, on n'a pas envie d'être rejeté, on a envie d'être valorisé et d'être aimé, et donc ça passe par des loisirs communs, et ça passe aussi par le fait de se faire valider par les autres mecs, que ce soit dans une pratique vidéoludique ou dans un sport, mais en tout cas on n'a pas envie d'être celui qui dénote dans ses règles aussi de qu'est-ce que c'est être un garçon et un homme. Mais ce qui est un peu paradoxal aussi, c'est de se dire, quand Anthony évoquait le fait que les jeux vidéo, c'était un endroit où le corps ne faisait pas défaut, c'est s'extraire finalement d'une certaine masculinité qui existait dans le monde réel. Mais finalement, ça a créé d'autres, c'est reproduire aussi finalement d'autres schémas en ligne. Ouais, absolument, parce qu'on a aussi une industrie vidéoludique qui très tôt en fait a été construite par et pour les hommes cisgenres, hétérosexuels, blancs. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs encore aujourd'hui qui ne voient aucun problème à incarner un personnage de troll des montagnes, mais par contre incarner une femme, c'est beaucoup plus difficile, quoi. C'est vraiment, on a l'impression que c'est pas possible, et donc ça montre aussi la vision qu'on peut avoir de l'avatar, et donc
comment on va se représenter dans le jeu. C'est pas pour rien que dans la plupart des jeux, des RPG où on va pouvoir choisir son personnage, on a quasi exclusivement en tout cas des personnages de grands guerriers forts avec des muscles saillants, c'est presque grotesque en fait, à tel point c'est caricatural. Même les femmes vont être représentées avec des mini bikinis armure, parce voilà, dans une vision aussi très stéréotypée de la féminité. Et même s'il y a un paradigme qui est en train de changer du côté de l'industrie, notamment depuis MeToo, ça reste lent. Et on voit que, par exemple, il y a le nouveau GTA qui va sortir bientôt, on espère, qui est donc un jeu où il y a une vision de la masculinité et de la féminité qui est assez caricaturale. Et il y a eu déjà des critiques comme quoi on pourrait incarner un personnage féminin. Voilà, donc ça a posé beaucoup de problèmes, ou incarner un personnage racisé. Enfin voilà, il y a plein de questions là-dessus qui encore font de cet espace-là un espace fait par et pour les hommes, alors que comme on le disait, la moitié des joueurs sont des joueuses. Et on va parler des communautés en ligne, mais peut-être Anthony, vous me disiez juste avant cette rencontre que vous aviez repensé à un jeu sur l'Atari 2600. Oui, parce que quand j'étais enfant, je jouais qu'à des jeux autorisés, mais depuis toujours, j'avais entendu dire que dès l'Atari 2600, c'est-à-dire tournant des années 70-80, il y a un jeu érotique, il n'existe pas en France, etc. Et je l'ai retrouvé sur Internet, il s'appelle Custer Revenge, et il est problématique à plusieurs endroits, en fait. Et aujourd'hui, on s'en aperçoit, mais à une époque, c'était juste un jeu érotique, et en fait on incarne un cow-boy américain qui doit violer une amérindienne en fait, et donc évidemment il n'est pas seulement problématique pour sa pornographie, loin de là, mais ce que je veux dire c'est que d'abord il montre aussi qu'il y avait ce qui était acceptable et qui ne l'est plus, etc., dans une majeure partie de la population. Mais ce qui m'a marqué, c'est que finalement, on n'a pas attendu que le jeu vidéo ait un graphisme qui se précise pour le charger symboliquement de violence. Parce que vous pouvez faire l'essai sur Google, vous le retrouvez, malgré les graphismes extrêmement rudimentaires, vous comprenez très bien ce qui se passe et ce qui se joue à l'écran. Et pour revenir sur ce que disait Pauline, qui m'a semblé intéressant, c'est que le geek était soi-disant, et je me mets dedans aussi, soi-disant un être à la masculinité différente, défaillante, etc. Mais en fait, ces codes sont souvent des codes virilistes. Et que font ces geeks qui sont devenus riches? En fait, ils réinvestissent la masculinité qu'on prêtait comme une sorte de refuge des classes populaires, en fait. Presque une revanche. Oui, exactement. Donc il y a un vrai, c'est une vraie question qui me semble relever d'un problème intrinsèque en fait à ce milieu, qui est d'abord un milieu d'hommes, pas seulement devant la manette, mais à la programmation en fait. Pauline, vous le dites dans votre livre, évidemment, tous les amateurs de jeux vidéo ne sont pas des masculinistes, mais ça aussi vous l'écrivez, et je vais vous citer, les espaces geeks sont parfois des réservoirs à masculinistes ou servent de porte d'entrée vers des théories misogynes radicales. Oui, absolument. C'est quelque chose qui a été douloureux à écrire pour moi, parce que j'apprécie le jeu vidéo. Je travaille sur une émission de jeux vidéo, et pour connaître des joueurs et des joueuses, je sais à quel point c'est douloureux d'écrire que les espaces inhérents à Internet, où en tant qu'adolescent, j'allais dire adolescente, mais plutôt adolescent pour le coup, on a envie de partager ses passions sur le dernier jeu, sur une galère où on n'arrive pas à avancer, de tomber dans des espaces, je pense notamment au site jeuxvideo.com et son forum du 18-25, où en fait on a atterri dans cet espace-là, où on se dit trop chouette, on va pouvoir parler de sa passion, et en fait on se retrouve juste submergé de propos tellement misogyne, tellement raciste, tellement LGBT-phobe, que en fait ça finit aussi toujours dans cette idée de groupe, de vouloir pas vivre du cyberharcèlement aussi. On finit parfois par s'habituer à ce type de violence en ligne, parce qu'on se dit c'est comme ça, c'est des blagues potaches, peut-être que les mecs y pensent pas. Mais il y a eu aussi en fait un peu historiquement ces espaces en fait dédiés aux jeux vidéo ont été des réservoirs du côté des conservatismes et de l'extrême droite, où aller piocher des futurs électeurs et des futurs militants conservateurs, en essayant de leur dire regardez, les féministes et le lobby LGBT qui n'existe pas bien sûr, mais
est en train de changer le loisir que vous aimez, qui est le jeu vidéo, en mettant des femmes, des personnes racisées, des personnes LGBT. Et donc, il va falloir que vous, en fait, vous rebelliez. Et c'est toute la stratégie qu'a mis en place Steve Bannon, donc, qui est le bras droit et l'idéologue de Donald Trump lors de sa campagne de 2016, à travers une grande campagne de cyberharcèlement qui s'appelle le Gamergate en 2014. Et le but, c'est en gros de prendre des gamers qui ne seraient pas forcément politisés pour faire monter la rage en eux, de la peur, de la censure, en gros du wokisme vis-à-vis de leur loisir préféré, quoi. Et j'ai vu en préparant cette rencontre, et j'imagine que ce n'est pas un cas isolé, mais j'ai vu, c'était en Corée en 2013, je crois, mais peut-être que je me trompe, je ne l'ai pas noté, avec autour d'un jeu qui s'appelle Lost Ark, où il y avait un problème parce que, et vous me corrigez si je dis des bêtises, hein, mais donc les personnages pouvaient faire différents signes, ils pouvaient saluer, ils pouvaient dire OK, ils pouvaient rire, et il y avait des personnages qui pouvaient faire ce geste-là en rapprochant l'index et le pouce, et il y a des gens qui ont milité en disant que c'était un signe anti-homme, un signe sexiste, parce que ça voulait dire un petit sexe, et qu'ils ont réussi à faire interdire, ou en tout cas qui ont milité pour interdire ce signe, en tout cas dans ce jeu. Ouais, et notamment en Corée du Sud, le masculinisme et on va dire l'antiféminisme est politique d'État. Mais cette histoire de petits gestes là, ça va jusqu'à une des publicités aussi. Enfin, voilà, il y a une campagne de je ne sais plus quelle marque de voiture en Corée du Sud et l'actrice en bougeant la main, on dirait qu'elle fait ça, mais c'est vraiment campagne de cyberharcèlement, menace de mort, menace d'attentat à la bombe, à tel point que la marque de voiture est obligée de renvoyer cette dame là en disant c'est toi le problème, quoi. Et par exemple en Corée du Sud, déclarer qu'on est féministe ou en tout cas qu'on est pour l'égalité, c'est en fait se risquer à des menaces de mort et de viol constantes pour ce signe-là. Voilà, je trouve ça assez aberrant, quoi. Et hier, on voit comment il peut y avoir des campagnes dès lors qu'il y a des dénonciations justement d'une culture sexiste. Et vous évoquez notamment la développeuse, blogueuse et militante féministe Marlard. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet article-là et de ce que ça a provoqué ? Ouais, en fait, du coup, en 2014, il y a cette campagne de cyberharcèlement qui commence à exploser aux États-Unis, donc qui s'appelle la campagne du Gamergate. Pour la faire très rapidement, il y a une développeuse qui est accusée d'avoir couché avec un journaliste de jeux vidéo pour avoir une bonne critique de son jeu. C'est une histoire qui est fausse. Cependant, il y a un mouvement en ligne qui est en train de se créer du côté états-unien pour dire, voilà, les journalistes jeux vidéo ne sont pas objectifs, ils sont là pour juste, en gros, récupérer des deals commerciaux avec les éditeurs. Et donc, ce mouvement un peu grossit, mais au lieu de s'attaquer peut-être aux éditeurs, ou en tout cas avoir une critique qui serait peut-être légitime, de dire, il y a un problème de transparence dans le journalisme spécialisé, ça s'attaque spécifiquement aux femmes de l'industrie et à toutes celles qui disent on va peut-être se calmer sur le cyberharcèlement envers les créatrices, les journalistes spécialisés. Il y a même une journaliste jeux vidéo qui s'appelle Anita Sarkassian qui, il y a eu une menace d'attentat à la bombe dans une université où elle devait s'exprimer. Donc tout ça se passe aux États-Unis et donc forcément on est à l'époque aussi où Twitter explose et ce qui se passe aux États-Unis arrive en France aussi. On en a des échos et à peu près à ce moment-là, on a Marlard. Marlard, elle est à la fois développeuse et travaille dans le secteur du jeu vidéo, mais en même temps, c'est une militante féministe. Et elle écrit un texte très puissant et très important qui s'appelle Notre communauté, la communauté geek est malade de son sexisme. Voilà comment on peut y remédier. Et c'est un très long texte de blog dans lequel elle prend plein d'exemples, à la fois dans l'industrie, c'est-à-dire dans les conditions de travail aussi des femmes dans l'industrie, mais aussi des personnages qui sont créés dans les jeux vidéo. Le meilleur exemple, c'est Lara Croft. Vous observerez la taille de la poitrine de Lara Croft qui baisse au fur et à mesure des années, quand on réalise qu'elle n'a pas besoin d'une si grande poitrine pour réussir ses missions dans le jeu, en tout cas. Mais il y a plein d'exemples comme ça, et en fait, ça a été la première fois peut-être que médiatiquement on s'est intéressé à cette question du sexisme chez les geeks, comme elle l'appelle. Il y a eu plein de conférences et je sais que ça a permis à énormément de fans de jeux vidéo, d'hommes aussi, de se remettre en question, de se dire ah oui mais en fait ça c'était un angle mort de mon côté, peut-être qu'en effet il y a une problématique autour du sexisme dans la manière dont on aborde le jeu vidéo. Et peut-être, j'ouvre une parenthèse, mais au-delà des jeux vidéo,
les discours haineux relatifs aux différences de sexe, c'est l'une des formes les plus courantes de violence en ligne. Alors bien sûr, on ne peut pas, justement parce qu'on parlait de ces forums, on parlait des jeux, justement l'essor des jeux en ligne, et c'est pas propre aux jeux vidéo, c'est la culture web aussi. Oui, la culture web aussi, j'ai envie de dire la culture tout court. Enfin, il suffit d'écouter des chansons de Michel Sardou, mais non, mais enfin, en fait, il y a un truc aussi. On est dans une culture légitime, qu'il s'agisse de littérature, de musique, de cinéma, où encore aujourd'hui, on continue à valoriser en fait des agresseurs sexuels, des violeurs, des personnes qui vont mettre en scène aussi des scènes extrêmement humiliantes ou stigmatisantes pour les femmes. Et je pense que se tourner du côté du web, c'est toujours plus facile parce que c'est, je pense, simple de taper sur les jeux vidéo. Ça ne veut pas dire que l'industrie du jeu vidéo n'est pas responsable de beaucoup d'abus. Mais là encore, on parle d'industries culturelles qui sont dominées par et pour les hommes, souvent, et dans lequel les femmes, qu'elles soient réalisatrices, musiciennes, créatrices de jeux vidéo, galèrent toujours à se faire leur place. Et donc là-dessus, oui, et d'autant plus que sur Internet, il y a cette idée de culture web dès le début assez misogyne. Il y a un truc qui m'a toujours fait rire sur un réseau social qui s'appelle Reddit. Il y a eu un peu les règles d'Internet, et la règle 30, c'est « There's no woman on the Internet », donc il n'y a pas de femme sur Internet. Et si quelqu'un sur Internet que vous ne connaissez pas vous dit que c'est une femme, c'est un homme qui ment. Voilà. Et donc il y a cette idée que les femmes sont automatiquement exclues de l'espace en ligne. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on remarque dans le sens où 84% des personnes qui sont victimes de cyberviolence, malheureusement, ce sont des femmes. Et vous avez commencé à le dire, mais il y a une évolution par rapport à ça? Ouais, doucement, hein. Mais il y a une évolution dans le sens où on a de plus en plus de femmes dans l'industrie. Après, la question, c'est à quel point elles restent en fait dans cette industrie, parce que on sait les procès qui ont visé Ubisoft, par exemple, ou Blizzard ces dernières années, qui sont des gros studios, ont montré que le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, c'était des choses qui étaient quasi banal en fait dans ces industries-là. Du côté des streameuses, par exemple, puisqu'on est sur Twitch, qui vont streamer du jeu vidéo, en fait, on considère souvent que elles montent leur corps pour avoir des vues. Voilà, il y a plein de problématiques à ce niveau-là, même si, en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a au moins une reconnaissance des difficultés inhérentes, et que être un garçon, être une fille sur Internet, c'est pas s'exposer aux mêmes choses, quoi. Je m'éloigne un instant de ces questions de sexisme, de misogynie. Anthony, je le disais, dans votre roman, il y a une alternance entre le récit de l'histoire, enfin l'histoire intime du père, et donc cette histoire des jeux vidéo. Et ce que vous montrez aussi à travers cette histoire des jeux vidéo, c'est l'évolution d'une société. On voit bien le parachèvement d'une société de biens de consommation. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce que, à travers cette histoire des jeux vidéo, vous avez pu montrer de la société? Je voulais montrer deux choses que j'ai ressenties plus tard en réfléchissant. C'est que je viens d'une famille de commerçants dans ce petit village-là, au moment où finalement le commerce est de moins en moins florissant avec le développement de la société de consommation. Et que les jeux vidéo qui m'ont tant fait rêver sont aussi un signe avant-coureur de ce développement de la société de consommation qui va ruiner ma famille. Et mon père était absolument fou des magnétoscopes, des CB, des téléviseurs, des jeux vidéo, etc., qui sont en même temps le signe que le monde a changé et que donc le commerce familial ne fonctionnera plus comme avant, et il y a quelque chose de l'ordre de la défaite en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était que j'ai grandi dans un monde. Et c'est peut-être moins le cas, on en parlera avec Pauline, mais il y avait aussi une signature sociale des jeux vidéo, c'est-à-dire que mes camarades du HLM à côté de chez moi, ils en avaient moins que moi, voire pas du tout parce que c'était assez onéreux. Et en même temps, les enfants de profs n'en avaient pas non plus parce que c'était dangereux. Et moi, je fais pile partie de cet entre-deux-là où finalement mes parents avaient les moyens de m'en acheter et ils étaient ravis que je reste scotché des heures devant la télévision, parce qu'au moins ils savaient où j'étais. Et voilà, je faisais pas de bêtises et ça me... Voilà. Et c'est aussi un marqueur social que j'ai réalisé beaucoup plus tard
Et de la même manière que le jeu vidéo, il y avait encore ce truc très garçon. Ma cousine jouait avec moi, mais c'était un peu un ovni. Elle était malade, donc c'était la chouchoute. On consentait à lui mettre la manette dans les mains, mais pas longtemps, parce que c'était mieux qu'elle nous regarde. Ça reste une fille quand même. Ouais, voilà, on était quand même dans ce monde-là. Je veux dire, c'était le garçon qui tenait la manette. Je le dis dans le livre. Si vous regardez les boîtes de Atari 2600 et jusqu'à la boîte de la Nintendo, il y a une famille très heureuse devant la console. C'est le père et le fils qui tiennent le contrôleur et la maman et la fille qui applaudissent. Donc, où elles font la cuisine à côté. Voilà, exactement. Quand c'est pas voilà. Et donc finalement, il y a ce truc-là. Il y avait, je vais utiliser un mot maladroit, mais c'était livré avec ce mode d'emploi-là dans une société qui de toute façon ne l'interrogeait même pas. Et aujourd'hui encore, quand je fais des dédicaces, les gens me disent ah bah oui, moi ça m'intéresse parce que j'ai eu des garçons, donc je connais les jeux vidéo. Et à l'inverse, il y a des gens qui me disent moi j'y connais rien parce que j'ai eu des filles. Et ça serait nier toutes les évolutions dont tu as parlé, Pauline. Oui, et puis du coup, il y a cette idée que les filles ne jouent pas ou ne sont pas autorisées à jouer, qu'il y a quelque chose qui se transmet de père en fils et pas de mère en fille, par exemple, ou de père en fille, etc. C'est intéressant. Moi, pour le coup, j'avoue, j'ai commencé à jouer dans le dos de mes parents parce que les consoles, pour le coup, moi j'ai une famille, ma mère est assistante sociale, elle disait ah non tu vas devenir violente avec le jeu vidéo, puis c'est un truc de garçon. Du coup moi c'était beaucoup les jeux en ligne. J'ai grandi dans les années 90-2000, notamment les jeux en ligne multijoueurs style Dofus, etc., où on parlait à des inconnus sur internet parce que personne nous avait dit que c'était peut-être pas ouf de partager des infos personnelles de soi en ligne, quoi. Mais en tout cas, oui, il y a une vraie sociologie et il y a un marqueur social et c'est assez impressionnant. Tu viens de le dire très très bien. Quand on est enfant de profession intellectuelle supérieure, il y a cette idée que le jeu vidéo peut passer peut-être par du jeu éducatif ou du jeu à grande histoire. Adibou, voilà. À 10 bouts sur l'ordi familial, c'est du jeu éducatif. Alors que, par exemple, quand on regarde un peu FIFA, alors que c'est un jeu très populaire, c'est un des jeux les plus joués, il y a cette idée que FIFA c'est joué par les hommes et les garçons des quartiers populaires. Ce qui est en fait une sociologie, là encore, en fait, très marquée socialement, et alors que plein de gens jouent à FIFA, plein de gens... Mon père, prof à la retraite, joue à FIFA. Voilà, mais il y a encore en fait des idées reçues qui sont associées à chaque jeu. Notamment le fait que l'arrivée des femmes dans le jeu vidéo, le fait qu'il y ait maintenant autant de joueuses que de joueurs, ce serait lié à l'augmentation de ce qu'on appelle le cozy gaming. Cozy gaming, c'est genre Animal Crossing par exemple, qui a explosé pendant le confinement, ou les jeux mobiles un peu style Candy Crush. Enfin, en fait, c'est des jeux qu'on considère comme étant cozy, assez tranquilles, où il n'y a pas forcément de timer, on n'a pas à se presser, c'est des jeux assez détente, quoi. Et ça, ce serait des jeux de filles, parce que c'est pas des jeux compétitifs. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant dans la sociologie aussi de comment on pense ces jeux-là. Mais vous parlez de la perception notamment de milieux intellectuels, et il y a aussi à côté de ça, j'ai le sentiment, une reconnaissance vraiment, et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est de voir à la fois ce que disait Anthony, c'est-à-dire il y a une violence, il y a quelqu'un qui donne un coup de couteau, on va dire ça à cause des jeux vidéo, et en même temps il y a une reconnaissance de plus en plus forte des jeux vidéo comme un art à part entière. On parle de la construction de scénarios, on parle de modèles justement, et des romancières qui parlent des scénarios de jeux vidéo, donc il y a quand même quelque chose aussi d'un peu paradoxal à ce niveau-là. Mais je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je reste quand même encore assez marquée sur le fait que je trouve qu'on parle encore peu du jeu vidéo comme un véritable objet culturel. J'ai l'impression que c'est un peu, ça commence, là j'ai vu qu'à la Philharmonie, il y a toute une exposition sur la musique de jeux vidéo, donc je suis très 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 ravie parce que c'est un médium formidable, mais souvent on a tendance à traiter le jeu vidéo soit de manière très méprisante socialement, comme une espèce de sous-culture en fait, mais vraiment dans le sens moins légitime. Et on a encore du mal à en faire un objet culturel dont vont parler les romancières au sein de la fiction. Enfin, je sais pas comment toi tu le ressens, mais... Non, je le ressens comme toi. Et parfois, le jeu vidéo, s'il intervient dans la littérature ou dans le cinéma, c'est deux choses. C'est pour dater une époque. Voilà. Ouais, donc s'il y a un film type Leurs enfants après eux, la console est là parce que ça se passe des années 90, donc il y a une console des années 90, mais elle n'a pas de rôle à part entière. Ou à l'inverse, le côté très intellectualisé,
type, je vais écrire un roman qui mélangera une action de jeu, enfin vraiment le jeu vidéo pour créer une expérience esthétique. Et ce que je voulais faire dans Jackie, c'était le raconter comme l'objet quotidien d'un enfant, ce que c'était, c'est-à-dire pas trop le survendre intellectuellement. Mais c'est vrai que dans la littérature, c'est ce qui m'a motivé à l'écrire, même si je savais que d'un côté je me tirais une balle dans le pied, c'est qu'il y avait ce truc de... En fait, il se trouve que dans les romans, il y a des scènes qui reviennent, la leçon de piano dans le Moderato cantabile de Duras, il y a des choses qui sont propres et qui ont le droit d'entrer en littérature. Les tableaux, Manu au musée, dans quel musée voulez-vous aller dormir, et si vous regardez la proportion de romans qui ont des tableaux de peinture comme couverture, C'est vrai, donc, ouais. il y a une culture autorisée et il y a des choses qui sont trop sales pour entrer en littérature. Heureusement, c'est de moins en moins le cas, mais les agressions sexuelles faites aux femmes et aux enfants, ça y est, on a considéré qu'elles avaient droit de rentrer en littérature et qu'elles avaient un rôle important. Et ben moi, moi c'est beaucoup moins important dans le sens social du terme. Il y avait ce truc de dire, en fait, le jeu vidéo, il a aussi le droit d'entrer en littérature pour ce qu'il est et pas pour des conditions esthétiques ou secondaires. Mais au-delà du jeu vidéo, je pense que c'est même la question de la culture internet, tu vois. Moi, quand le livre est sorti, pour le coup, c'est pas de la fiction, tu vois, c'est une enquête journalistique. Mais rien que le livre, la couverture du poche, moi, j'étais le côté pixel, etc. Je comprenais pas forcément l'intérêt, mais dans le sens où en fait, il y a encore cette idée que le virtuel, le numérique, c'est comme si c'était une espèce de sphère qui ne touchait jamais le monde réel. C'est une bulle étanche de la réalité. Alors que si on part de ce principe-là, personne paye ses impôts en fait. Enfin, je veux dire, on utilise tous et toutes Internet à des niveaux bien sûr différents, mais considérer le web comme cet espace à part et ne pas s'imprégner de son imaginaire et de ce qu'il construit, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses hyper intéressantes sur Internet et là-dessus, il y a énormément de livres qui se font notamment aux États-Unis sur ces questions de culture web et qui les intègrent, le fait d'intégrer les messages, les questions de dating, les questions d'app qui sont hyper innovantes. Et je trouve que dans la littérature ou le cinéma français, par exemple, on galère encore un petit peu, mais ce n'est que mon avis personnel, bien sûr. Oui, et puis il y a un gros enjeu, vous parliez de littérature, je pense à la bande dessinée, de comment est-ce qu'on représente du numérique, comment est-ce qu'on représente des écrans, comment est-ce qu'on représente justement... Sans que ce soit cliché, en fait. Exactement. Ouais. Mais peut-être juste, et je me souviens plus, j'ai perdu le fil, mais je vais retrouver, mais je vais poser une question à Anthony en attendant de retrouver le fil de ce que je voulais dire, mais par rapport au fait que vous vouliez faire entrer justement le jeu vidéo comme en tout cas quelque chose qui avait été important, en tout cas qui est important pour le narrateur, vous écrivez à la fin du livre: une partie importante de ma vie est restée là, dans ces étranges machines américaines et japonaises au sein desquelles on enclenchait des cartouches qui dessinaient des mondes. Et ça reboucle un peu avec ce que vous disiez au début en disant c'était une ouverture en fait, le jeu. Oui, et je l'ai comme... moi, le premier, j'étais le premier à me moquer des collectionneurs en tout genre. Mais en fait, il faut reconnaître qu'il y a une partie de nos vies qui est absorbée par les objets de consommation qu'on a connus, peu importe ce qu'on en ait fait, etc. Et que à l'heure de la dématérialisation, il y a une partie de nous qui disparaît. Et voilà, moi je peux me mettre à pleurer devant un Atari 2600 dans une brocante parce que j'ai compris que c'était l'amour d'un père disparu en fait. Et c'était la tentative du livre et d'essayer de réhabiliter l'objet pour la relation perdue sans vouloir idéaliser la relation. Et c'est ça. Et que ça rejoint ce que vous disiez sur on parlait, j'avais rencontré une universitaire qui travaillait sur les ruines numériques avec les mondes virtuels qui disparaissent. Qu'est-ce qu'on fait quand un serveur s'éteint, les skyblogs, que les skyblogs disparaissent, etc. Il y a une part hyper importante il y a une partie qui est archivée à la BNF, je crois. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces mondes qui nous échappent, et c'est pas moins un drame que des mondes physiques qui disparaissent en fait. J'avoue, j'ai beaucoup travaillé sur l'archivage du web, sur les skyblogs. J'ai une petite passion skyblog depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a, je n'ai pas envie de dire une statistique au doigt mouillé, mais en tout cas, il y a une grande partie d'Internet qui disparaît chaque année. Et je trouve que c'est fou parce qu'on a passé, en tout cas mon adolescence à me dire tout ce que tu poses sur Internet, ça va rester toute ta vie, etc. Ce qui est en partie vrai, bien évidemment. Mais il y a des pans entiers d'Internet qui disparaissent. Notamment, je sais qu'il y a beaucoup de médias indépendants qui ont fermé ces dernières années, des journalistes qui ont vu leurs enquêtes disparaître et avoir ces mondes virtuels qui disparaissent aussi.
c'est très perturbant, ne serait-ce que... moi, j'ai passé beaucoup de temps sur Abo Hotel quand j'étais adolescente. Voilà, et sur Skyblog, ben oui, ça fait un petit... Je connais pas, c'est quoi Abo Hotel, c'était un espèce d'hôtel où on incarnait un petit avatar, on pouvait discuter avec les autres ados. Voilà. Il y a beaucoup de pédocriminalité malheureusement sur ce site. Mais on pouvait, avec de la monnaie virtuelle, acheter de quoi pimper son appartement. Donc des fois, je volais la carte bleue de ma mère, désolée maman, voilà, pour acheter des petits trucs. Mais il y avait en tout cas voilà, de créer des amitiés. Et c'est intéressant parce qu'en 2020, pendant le confinement, il y a eu des gens qui ont recréé une espèce de abo copie, quoi, et qui organisaient des raves techno sur Abo pendant le confinement parce que personne ne pouvait sortir. Et j'avais fait un article là-dessus sur en fait vivre une rave techno chez soi, et les gens faisaient style d'être bourrés, style de perdre leur téléphone, et je trouvais que c'était intéressant en fait comment le médium vidéoludique aussi et voilà, c'est des espaces qui ont disparu, qui sont restés dans une instantanéité. Et ouais, moi ça me rend triste par exemple me dire que je ne retrouverai jamais le Skyblog que j'ai écrit quand j'avais 14 ans et j'ai cherché à la BNF, je ne l'ai jamais retrouvé. Il n'a pas été archivé. Mais oui, il y a des mondes qui disparaissent et je pense qu'on a du mal à se représenter encore l'émotion à laquelle ça peut être très lié. Et tous les joueuses que je connais sont très attachés à des franchises. J'ai fini un jeu il y a pas longtemps qui s'appelle Spiritfarer, où on incarne une passeuse d'âme. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps quand je l'ai fini parce que ça m'a accompagnée pendant 3 mois et on y laisse des choses de nous dedans, quoi. Bien sûr, et d'ailleurs une des premières choses, je crois, que j'ai dites à Anthony, c'était meilleur jeu de la Terre, Secret of Mana sur Super Nintendo. Et c'est pas tant pour le jeu, même s'il est très très bon quand même, que pour les moments passés avec le frère à côté à y jouer et à lui demander de battre les boss pour moi, et toutes ces choses-là qui sont aussi de la sociabilité au sein des familles, et toutes les consoles aussi de salon qui sont des moments, je pense à des jeux comme Mario Kart, comme tout ça, où je pense qu'on a toutes et tous des souvenirs avec ce jeu-là ou d'autres, mais en tout cas de moments aussi partagés, que ce soit en ligne ou que ce soit avec des amis ou de la famille. Peut-être j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, parce qu'on parlait des romancières, et quand je parlais de scénario, je parlais aussi et surtout de la construction justement des intrigues, de là où il y a de plus en plus, j'ai le sentiment, une reconnaissance justement de l'expertise dans la construction des mondes, dans le développement des scénarios, et qu'il y a justement comme ça des liens à faire complètement entre bande dessinée et jeux vidéo et littérature, roman, dans la construction de ces univers, et une vraie, quelque chose d'assez fascinant dans la complexité parfois des intrigues et dans tout ce que ça permet de développer. Mais je pense qu'on se rend en fin compte que les game designers et les game narrative designers, donc les personnes qui vont construire les histoires de jeux vidéo, c'est un travail immense, parce qu'en fait il faut prendre en compte toutes les potentielles décisions des joueurs et joueuses. Et je pense que c'est pas pour rien, par exemple il y a une commission au sein du CNC sur le jeu vidéo qui permet d'allouer en fait de l'argent et des financements à des projets de jeux vidéo français. C'est pas pour rien que Maxime Chatham a été directeur de cette commission pendant quelques années, alors que c'est un romancier, un passionné de jeux vidéo par ailleurs. Là maintenant c'est Thomas Joly, et donc qui est metteur en scène. Et je trouve qu'en fait il y a plein de liens à faire sur l'univers du théâtre, l'univers de la construction narrative et le jeu vidéo. Et je suis contente qu'on commence à le prendre en compte, parce que à mon sens c'est une des histoires les plus difficiles à écrire, que en fait d'être dans une pensée en arborescence où il faut prendre en compte toutes les décisions, surtout au fur et à mesure que les jeux se complexifient et que les mondes sont de plus en plus ouverts, quoi. Je vois qu'il est déjà presque temps de nous quitter. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Pauline ou Anthony, ou une réflexion à partager? Non ? Je vous laisse le temps d'y réfléchir un petit peu et on continue ensemble. Peut-être pour revenir quand même à cette question, justement, je reprends le titre de votre essai, Formé à la haine des femmes. On l'a esquissé très rapidement tout à l'heure, mais comment est-ce qu'à votre avis, vous évoquiez des figures comme Mark Zuckerberg et d'autres,
On parle beaucoup de backlash, de se dire comment est-ce qu'il y a pu avoir des avancées, comment est-ce que d'un seul coup il y a un regain justement de misogynie, pas que en ligne, effectivement, vous l'avez dit. Est-ce que vous percevez quand même des pistes? Comment est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est des questions aussi d'éducation? Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Est-ce que est-ce que vous voyez comme ça des pistes pour faire en sorte que justement que ça devienne des espaces plus sains? Oui, moi je crois beaucoup à l'éducation. Je pense que comme tu es prof, tu vas être d'accord avec moi. Mais moi je fais de l'éducation aux médias en collège et lycée. Et en fait, je pense que c'est essentiel d'avoir ce dialogue-là avec les ados, et pas que les ados d'ailleurs, sur qu'est-ce qu'ils consomment sur Internet, mais pas dans une posture moralisatrice. En fait, ça n'a jamais marché de dire à un ado jette ton téléphone et arrête de regarder ça. C'est la meilleure manière pour qu'il ou elle le fasse dans votre dos, mais d'avoir une vraie discussion. Et je suis assez persuadée que justement les objets culturels aussi, les podcasts, les documentaires, les jeux vidéo peuvent aider à penser aussi certains sujets. Je sais que la série Adolescence, par exemple, a été un gros truc de point de départ en fait, de discussion pour des familles aussi. Sur la question du masculinisme, je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais je sais que notamment j'avais fait un festival à Lausanne qui s'appelle le Digital Dreams, et un centre de recherche de l'université de Lausanne sur le jeu vidéo avait mis que des jeux vidéo avec des personnages féminins ou féministes pour que les gens puissent venir jouer. Et notamment il y avait un jeu, il est horrible mais il est très intéressant. En fait, vous jouez une femme au foyer avec l'horloge qui tourne. Il faut réussir à faire toutes les cases de la to-do list de qu'est-ce que c'est être une femme au foyer. Donc faire le ménage, laver le linge, préparer le repas, aller chercher les enfants à l'école. Et en fait, les joueurs, souvent c'était des jeunes garçons qui venaient jouer, ils disaient mais c'est horrible ce jeu, on n'y arrive jamais. Et en fait, c'est un jeu pour illustrer la charge mentale. Et je me disais mais en fait, c'est un super moyen aussi de pouvoir aborder cette question-là. Il y a des jeux vidéo qui parlent d'écologie, il y a plein. Enfin, en fait, c'est aussi un médium qui est intéressant en termes d'éducation, parce que moi, je refuse, on va dire éthiquement et politiquement, de me dire il y a tout ce merveilleux espace et ce merveilleux médium qu'on laisse juste à des hommes qui détestent les femmes. En fait, je pense que personne n'a envie de ça. Et moi, j'ai vu, en tout cas, dans le jeu vidéo et dans les syndicats, notamment travailleurs-travailleuses du jeu vidéo, des gens très investis pour que, justement, ça change de l'intérieur, pour que les jeux puissent changer et de fait que ça change le public aussi. Parce que tu en penses sur l'éducation. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je rejoins ça. En fait, et pour prolonger ce que Pauline dit. Et en fait, la question, c'est il faut partir de l'œuvre. Ton exemple a été très parlant. Moi, alors, je vais passer pour un dinosaure, mais quand j'ai commencé à enseigner à Villepinte, on disait « c'est l'enfer, les gosses regardent la télé-réalité ». Voilà, c'était ça. Et moi, j'avais un cours sur les stéréotypes de genre et ethnique à faire. J'avais téléchargé un épisode de télé-réalité. Lequel? Et on l'avait déconstruit ensemble. C'était Koh-Lanta parce qu'il fallait aussi croiser avec la mythologie de Robinson Crusoe, etc. Okay. Mais en fait, trop bien. Mais c'était un vrai exercice et à ma grande surprise, en fait, ces élèves dont on disait, ces élèves de lycée pro, ils comprennent pas grand-chose, ils se rendent pas compte, etc. Si on les met dans une situation de classe et qu'on dit il n'y a pas un truc qui cloche, tout le monde comprend et ça crée vraiment une discussion beaucoup plus... Voilà, c'est toujours beaucoup plus fécond que éteins ta télé, ceux qui ne le feront pas. Donc voilà, c'était pour prolonger le propos. Est-ce qu'il y a une question qui vous est venue à l'esprit entre-temps? Non? Peut-être une toute dernière question, moi, pour Pauline. Moi qui ne suis plus l'actualité des jeux vidéo depuis la Super Nintendo. Non, j'exagère, mais Secret of Mana. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les évolutions actuelles? Là, vous avez évoqué certaines choses, mais je pense notamment à la réalité virtuelle, où on en a beaucoup entendu parler. Et finalement, j'ai l'impression, forcément, on parlait de marqueurs social. Pouvoir avoir un casque de réalité virtuelle, c'est pas donné à tout le monde. C'est quoi les évolutions actuelles dans le jeu vidéo? Alors l'évolution la plus marquante, j'ai envie de dire, c'est que le jeu vidéo traverse une crise immense, une des plus importantes qu'elle n'a jamais connue, parce que en 2020, il y a beaucoup de gens qui sont tournés justement vers l'industrie vidéoludique parce que on était enfermés chez nous. Animal Crossing a explosé, c'était un peu après le lancement de la Switch. Enfin voilà, il y avait un peu ce contexte-là où du coup les industries de jeux vidéo ont dû recruter énormément de gens en disant là, il faut qu'on fasse plein de jeux. Et en fait, au fur et à mesure le Covid s'est arrêté, on s'est déconfiné.
les industries de jeux vidéo, principalement états-uniennes, ont dit non, on va virer tout le monde, on n'a plus besoin de vous en fait. Alors que la demande de jeux vidéo est restée à peu près la même que depuis le Covid. C'est-à-dire que les gens ont toujours autant envie de jouer, mais là, ce qu'on se retrouve, c'est en fait des travailleurs-travailleuses dans l'industrie qui soit se font virer, soit qui du coup les équipes se réduisent et sont soumis en fait à des conditions de travail, ce qu'on appelle des périodes de crunch. Donc c'est en fait travailler 24 heures sur 24 jusqu'à ce que le jeu soit fini. Et voilà, ça pousse plein de problématiques. Et donc il y a plein de gens qui quittent cette industrie à contre-cœur, mais parce que c'est pas possible de travailler comme ça. Ubisoft à Montreuil, là où j'habite, était en grève début février pendant 3 jours. Enfin voilà, il y a des luttes sociales très importantes. Et là, 2026, on rentre dans une année du coup un peu charnière où on se demande comment cette crise va évoluer, parce que il y a beaucoup de nouvelles sorties de jeux qui s'annoncent. Il y a GTA 6 qui est très 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 attendu. Il y a la Switch 2 qui vient de sortir. Voilà, il y a des nouvelles manettes qui vont sortir, des nouvelles consoles. Et en parallèle de ça, sur par exemple la question de la réalité virtuelle, il y a en fait une volonté aussi du côté des éditeurs de faire plein d'innovations avec de l'IA, etc. L'IA, ça permet aussi de moins embaucher les personnes et de moins les payer et de voler le travail des artistes aussi. Donc voilà, c'est plein de configurations desquelles est face à l'industrie et face à ces enjeux-là. Le problème, c'est que comme dans beaucoup d'industries créatives, les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, c'est des gens qui sont passionnés. Et qui, c'est difficile en fait de dire à des gens passionnés, là en fait on est dans une industrie capitaliste et on va voler votre travail et bousiller vos conditions de travail. Donc je pense qu'on a une période charnière, on va voir comment l'année se passe, mais je pense que on est dans un moment un peu où soit l'industrie peut-être fait bien les choses, soit il y a beaucoup de gens qui vont en fait quitter cette industrie pour essayer de trouver mieux ailleurs, mais l'industrie elle pourra pas tenir avec que de l'IA, quoi. C'est pas possible, parce que comme on disait, c'est quelque chose de très humain en fait, le jeu vidéo, et voilà. Ça peut-être. Et peut-être pour conclure, j'allais dire sur une note positive, mais en tout cas, est-ce que vous pourriez nous conseiller un ou deux jeux qu'on pourrait découvrir ? Moi, je suis très jeu indé et très cozy gaming, parce que j'aime pas la pression, moi. Il faut me laisser tranquille. Les boss de fin, non. Flemme. J'ai beaucoup aimé Spiritfarer, qui est donc un jeu où on joue une passeuse d'âme. Et en gros, on a un bateau, il faut aménager son bateau pour que les gens vers qui on accompagne à leur dernier voyage soient contents. Ça, c'est très très mignon. Et qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé franchement, Animal Crossing, toujours. C'est un peu moi, c'est mon petit île où je reviens quand j'ai passé une mauvaise journée, même si je vais une fois tous les 6 mois. Les habitants sont pas contents, mais j'aime bien. Anthony, le dernier jeu sympa ou bien le jeu doudou ? Je suis très très en retard. Mon doudou, c'est Flashback sur Sega Mega Drive, qui était un jeu français. Voilà. Et en indé, il n'y a pas longtemps, mais moi je suis très en retard. Mon frère m'a fait découvrir un jeu qui s'appelle Inside, où on essaye de faire sortir un enfant qui semble être le dernier survivant de l'apocalypse. Et c'est un jeu, c'est pas très c'est assez calme. C'est cosy. Et c'est très très émouvant aussi. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Et vous pouvez retrouver Pauline et Anthony en dédicace pour poursuivre les échanges. Bonne soirée.